Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 7. Saison 7, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour Toby, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Comme d'Archi. Avant qu'on commence à parler de ton travail et de ton parcours architectural, j'aimerais débuter par une question plus légère et personnelle. Est-ce que tu apprécies les plaisirs de la table ? Quel genre de plat ou de saveur apprécies-tu particulièrement ? Tu as une expérience culinaire mémorable que tu aimerais partager avec nous ? Oui, absolument. La nourriture tient une place très importante dans nos vies et il y a sûrement un grand nombre de bons souvenirs. L'un est sûrement situé à Paris et Paris, on l'a visité, je sais pas, 8 ans environ avec nos 3 filles. Un jour, on a mangé dans un coin plus là-haut à Montmartre. On a passé toute la journée à se balader dans la ville et les filles étaient plus jeunes, 10 ans à peu près, mais elles ont été de vraies battantes et on a passé toute la journée. Et à la fin de la journée, on était bien sûr crevés. On avait les jambes en compote et on s'est retrouvés de nouveau en haut de la colline de Montmartre. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était chercher un resto pour trouver quelque chose à manger. Et bien sûr, avec 5 personnes, c'est pas évident. On essayait de trouver un resto qui accepterait 5 personnes. C'est pas un bon chiffre. Apparemment, 4, c'est bien mieux. Alors, on est allé de porte en porte avec notre français bancal pour demander une table pour 5. C'est pour avoir une table pour 5, aucun resto ne voulait de nous. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un petit resto dans une rue paumée, un vrai trou. Et oui, ils ont dit « Entrez donc ». Et on s'est assis. On était crevés, épuisés, affamés. Et tu sais, on essayait de communiquer avec eux. Ils ne parlaient pas beaucoup anglais. On ne parlait pas beaucoup français. Mais on a compris qu'ils avaient un plat maison. On a dit « bien sûr ». Désolé pour ma prononciation, mais c'était un bœuf bourguignon. Parfait. Merci. Et ça venait du paradis. Je veux dire, c'était trop bon. Et ils l'ont surfé dessus. J'en sais même rien, c'est de la purée. J'en sais rien. Pomme-pomme. Et du vin rouge, vin de la maison. C'était de loin la meilleure nourriture qu'on ait jamais eue. Le meilleur vin qu'on ait jamais eu. Ça faisait vraiment du bien. On était à une grande table avec d'autres invités. Et tu sais, on n'a pas posé de questions. On était là en mode, tu choisis pour nous ce qu'il y a de mieux à manger et à boire. Et c'était juste trop bon. C'était parfait. Mais, ouais, c'est moi le cuistot de la famille, ici. Et donc, chaque soir, on prépare un dîner maison et on s'assoit ensemble et on perpétue nos petits rituels. Pour nous, c'est important de se retrouver et de s'asseoir ensemble autour de la table. Tu sais, les bonnes odeurs de nourriture. J'ai grandi en Allemagne. Ma mère était la cuisinière de la famille quand j'ai grandi et la nourriture était toujours excellente. J'ai un autre super souvenir en Provence. C'était ma copine, on n'était pas mariés à l'époque. Elle vient des États-Unis, mais on vivait à Hambourg, en Allemagne, et on a fait un voyage jusqu'en Provence.
On est resté dans un tout petit village dans les collines. C'était l'un de ces villages français historiques, rien que des bâtiments en pierre. Et il y avait un marché et on allait là-bas pour acheter du fromage frais, des fruits et tout le reste. J'ai trouvé un vignoble, une cave pas loin et j'ai demandé. On a essayé de communiquer à nouveau et au final, ils nous ont apporté ces bidons en plastique euh, de gros modèles comme aux États-Unis. C'était comme des bidons de lait, ces gros trucs en plastique remplis de vin et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils nous ont donné ça pour, tu sais, ce qui devait être 3 fois rien, quelques euros. Et on l'a pris et on a grimpé la colline avec notre fromage et nos fruits. Ce vin était, je veux dire, délicieux. C'était incroyable. C'était vraiment trop bon. Et tu sais, cette personne nous l'a juste tendu comme si c'était juste genre, on n'a pas le temps pour toi. Peu importe. Voilà un peu de vin. Voilà la bouteille en plastique. Et c'était juste trop bon. C'était trop bon. D'accord, merci beaucoup. Mais le restaurant French Welcome doit encore s'améliorer. Je pense. Passons maintenant à ton parcours professionnel et aux aspects qui t'ont conduit vers l'architecture. Revenons au début de ton parcours. Comment ton intérêt pour l'architecture est-il apparu au départ? Où as-tu grandi? Et quel genre d'environnement a façonné ton développement précoce? Oui, comme je l'ai dit, j'ai grandi en Allemagne et on vivait dans une toute petite ville en dehors d'une grande ville. Ou en Allemagne? Et ouais, au sud de Hambourg, dans une petite ville appelée Buchholz. Enfin, la maison de mes parents était même en périphérie de cette petite ville. On vivait un peu dans les bois, si tu veux. Et quand j'étais enfant, je jouais. J'étais dehors jour après jour à jouer, à construire, tu sais, des petites cabanes, si tu veux, avec des bâtons, des branches et tout le reste. En Allemagne, tu es constamment entouré par l'environnement bâti, peu importe où tu te trouves, c'est toujours là. Et à un moment, pendant mon adolescence, quand j'étais au lycée, c'est juste devenu un truc, l'architecture en elle-même et le métier d'architecte, et ça m'a intéressé. Mes notes, c'était nul. J'avais été étudiant en échange aux États-Unis, je sais pas, j'avais 17 ans ou quelque chose comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré ma future femme. Alors j'étais follement amoureux. Quand j'étais ado, j'avais pas la tête aux études. Mes notes étaient nulles. En Allemagne, pour étudier l'architecture, il faut atteindre un certain niveau de notes que je n'avais pas. À l'époque, j'ai postulé à l'IAT de Chicago et ils ne m'ont pas pris. Du coup, j'ai fini par faire un apprentissage comme dessinateur en Allemagne. Et ça, c'est quelque chose d'important en Allemagne, ce genre d'apprentissage pour tous les types de métiers. Et donc, c'est un truc sur 3 ans où je bossais la plupart du temps dans une grosse boîte. Et puis, je me souviens plus exactement, disons tous les 3 mois à peu près, j'allais dans une école pendant 2 semaines environ. Et j'ai vraiment appris le dessin technique comme jamais. C'était incroyable. Et j'ai pu commencer à faire du dessin à la main pendant toute une année avant. Et c'était à la fin des années 90. Donc, les ordinateurs venaient tout juste d'arriver et ils s'en souciaient. Et ensuite, tu vois, ces 2 dernières années, ils m'ont mis devant un ordinateur. Mais apprendre en quelque sorte. Les techniques, si tu veux, ça a été une expérience qui m'a changé. Donc, je voulais vraiment devenir architecte.
Finalement, ma femme et moi avons déménagé aux États-Unis pour tenter l'aventure et j'ai pu étudier l'architecture. Je suis à Charlotte, en Caroline du Nord, où on vit toujours près de l'école là-bas. Et maintenant, 20 ans après avoir été diplômé là-bas, ils m'ont rappelé et j'ai pu enseigner quelques semestres. J'ai donné un cours en atelier pour des étudiants en 3e année d'architecture. Donc, ouais, le cercle s'est un peu refermé. Donc, je me consacre entièrement à la conception et parfois aussi à la construction de maisons individuelles. Donc, des maisons construites depuis zéro. Voyageais même avant d'avoir étudié l'architecture et j'essayais de voir autant de choses intéressantes en architecture partout où je pouvais. Et tu sais, avec ce côté un peu interculturel, j'ai eu l'occasion de voir de superbes œuvres en Europe et aussi aux États-Unis. Pendant mes voyages, j'ai eu la chance de voir la Farnsworth House en vrai avant qu'elle ne devienne un musée. À l'époque, c'était caché derrière des arbres sur un grand terrain et je n'ai pas osé escalader la clôture. Mais je l'ai aperçu depuis la clôture et je me demandais si je devais escalader pour m'approcher. Au final, je l'ai juste regardé de loin. Oui, la Farnsworth House est vraiment magnifique. Je l'ai visitée il y a 20 ans. Alors, l'une de mes questions récurrentes, c'est celle-ci. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que ton parcours professionnel correspond autant à ce que tu imaginais en sortant de l'école d'architecture? Oui, carrément. Et je dois presque reformuler cette question et dire que ce que j'imaginais même avant d'entrer à l'école d'architecture, pour moi, l'architecture et la création architecturale et le fait d'être architecte, j'avais une certaine image et une idée de ce que ça serait et à quoi ça ressemblerait. Et je suis allé à l'école avec ça en tête. Et même à l'école, et était très critique. J'avais envie d'apprendre et tu vois, j'étais très attentif à ce que je trouvais utile et à ce qui ne l'était pas. À un moment, je me souviens même qu'à la fin de mes études, j'étais tellement déçu que j'ai décidé de créer mon propre cours. Du coup, on a parlé à un bon prof à nous comme un mentor et on a monté notre propre cours dans lequel on a vraiment étudié des détails architecturaux. Et donc, un ami à moi et moi, ensemble, on cherchait des architectures intéressantes dans le coin qu'on allait, plus ou moins enregistrer des détails intéressants. Et puis, on a créé un petit livret à partir de ça parce que ça faisait un peu partie de ce que j'aimais. Et la beauté dans l'architecture se voit dans chaque petit détail. Et si tu t'en soucies, si tu comprends comment les choses s'assemblent, si tu t'amuses avec la façon dont elles s'assemblent, si tu comprends la matérialité que tu apprends à travers elles et que tu te demandes comment tout ça s'assemble, tu sais, au final, un bâtiment sort. Ouais, c'est vraiment important de comprendre ces détails, quoi qu'il arrive. Donc, moi, j'étais tellement concentré que même quand on est parti, quand j'ai quitté l'école d'architecture, ce que je suis censé faire ici aux États-Unis, c'est bosser à la ferme et ensuite obtenir ma licence. Mais je n'avais plus de patience. J'avais 30 ans à ce moment-là. Alors, j'ai monté une boîte sur le champ avec un pote et je finis par la vendre. Et avant d'avoir mon entreprise actuelle, et donc j'ai en quelque sorte façonné mon univers architectural un peu autour de moi, selon ma vision de ce que je voulais qu'il soit. Et je ne sais pas sur quoi ta question se base exactement, mais ce que tu vois en France, alors qu'ici aux États-Unis, il y a une grosse différence avec ce qui se passe à l'école.
Et puis ce qui se passe dans le monde professionnel, c'est comme deux mondes complètement différents. L'école est très axée sur le design, et puis dans les agences, c'est que de la production de plans, et c'est pas joli. Les architectes sont en gros surmenés et mal payés, et tu n'as jamais de bon boulot. En gros, c'est juste genre, fais-moi un dessin le plus vite possible et le moins cher possible. Et je voulais pas avoir à faire quoi que ce soit avec ça. Ce n'est pas ce que j'ai vu. La richesse, la beauté, la puissance de l'architecture résidant là-dedans, et voilà. Alors, j'ai toujours été très conscient de l'endroit où je voulais être et de la façon d'y arriver. Et ça a bien marché pour moi. Maintenant, je bosse sur de super projets et uniquement des super projets. J'adore ça. Mon travail est apprécié. On m'apprécie. J'ai la chance de bosser avec des gens géniaux sur des projets incroyables. D'accord. Merci d'avoir partagé ça. Ça nous donne une idée des bases qui ont façonné ta pratique. Passons maintenant aux projets qui définissent ton travail. On a parlé de ton parcours. Parmi tes projets, lesquels tu qualifierais d'emblématiques de ta pratique et pourquoi? Comment est organisée votre équipe? Oui, je suppose que je pourrais poser les bases. Je peux raconter quelques histoires sur 2 ou 3 projets. Je ai écrit un livre sur mon travail pour offrir à mes clients comme cadeau et pour donner un peu le ton à la conversation. Et il s'appelle Super Sizing Bliss. Et en gros, le but du livre, c'est de dire que ce pourquoi je suis là. C'est pour guider mes clients à travers le projet et pour trouver le bonheur. Je pense que si mes clients peuvent, ils devraient emménager chez eux et juste, je veux qu'ils pleurent, mais de joie. Pleurer de bonheur. Tu sais, quand tu rentres dans la maison, oublie tout le stress que tu ramènes du boulot et tout le reste, mais sois en paix et sois heureux. Et je pense que c'est ce que je recherche, que mon travail crée une plateforme, une scène pour que ce bonheur puisse avoir lieu. Du coup, tous mes projets cherchent à atteindre ça ou sont en train d'essayer de le créer. Et je pense que, du coup, j'ai simplifié tout ça. Il y a bien sûr énormément d'éléments qui entrent en jeu sur le plan architectural, mais j'ai un peu simplifié pour pouvoir en parler avec mes clients qui ne sont pas architectes. En 4 parties. La première, c'est de se concentrer sur la qualité de l'espace. Appelons ça se concentrer sur la qualité du matériau, la texture des matériaux. Et puis, la structure, il faut se concentrer sur la structure. C'est peu être là que... tu vois le travail de Mies van der Rohe dans ton esprit. C'est vraiment impressionnant. Enfin, tu vois, c'était parfois très expressif sur le plan structurel. Et la lumière naturelle et les ombres. Du coup, j'utilise essentiellement ces voies pour créer des endroits juste paisibles. Être un guide, et tu me demandes aussi à propos de l'équipe. Alors, être un guide, pour moi, ça veut dire que pour chaque projet, tu sais, il y a une centaine de personnes impliquées pour le concevoir, pour le construire et pour le réaliser. Du coup, mon boulot, c'est de comprendre mes clients, leur situation et ensuite de trouver les bonnes personnes qui peuvent exceller et donner le meilleur d'elles-mêmes pour réaliser ce projet. Et donc, c'est très important pour moi de guider mes clients et toutes les autres personnes à travers le projet. Et je pense vraiment que pendant le processus de création et quand tout le monde est au top et heureux, alors cette joie et cette bonne énergie se reflètent dans la maison elle-même pour les clients dès le départ.
Du coup, ces éléments sont très importants pour moi. Et donc, ouais. Et, ce sont de super exemples. Je veux dire, il y a 2 projets ici dans la région de Charlotte. L'un est une maison au bord du lac avec une superbe vue dans un cadre naturel. Et puis l'autre est situé en ville sur un tout petit terrain. Celui-là, on l'a terminé il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle la résidence Cohen-Davies. Donc, dans leur cas, ils voulaient une maison très ouverte sur la nature. C'est un tout petit terrain en plein centre-ville. Et le sud, qui est bien sûr là d'où vient la meilleure lumière, et l'entrepôt veut s'ouvrir directement sur la rue. Plein de monde. Il y a un parc en face de cette propriété. Donc, plein de gens passent devant la maison tout le temps. Du coup, la question c'était comment créer de l'intimité dans ce contexte tout en l'ouvrant vers le sud, là où tout le monde passe. Et donc, en gros, utiliser ces murs, des murs autoportants, faits de briques noires qui ont créé toutes sortes de cours et de recoins autour de la maison. Et donc, pour que la maison puisse, au moins dans les pièces à vivre, avoir essentiellement du verre tout autour des espaces. Mais ensuite, il y aurait un espace extérieur qui serait alors bordé par ces murs autoportants. Si tu parles de Mies van der Rohe, t'as raison. C'est un peu comme le pavillon de Barcelone, si tu veux, à bien des égards. Et du coup, ça a créé juste cette atmosphère magnifique, incroyable, paisible. Alors, tu t'approches. C'est une maison qui a vraiment de la gueule depuis la rue. L'entrée est difficile à voir et à trouver et elle semble un peu couper la rue. On ne voit aucune fenêtre depuis la rue. Et quand tu t'approches, d'un coup, cette maison s'ouvre et une fois à l'intérieur, c'est baigné de lumière en toute saison et c'est absolument magnifique. Oui, il y a ce toit plat dans une partie qui traverse toute la maison. Dès le début, ça t'accueille avec un plafond en bois plat sobre, très dans l'esprit du pavillon de Barcelone de Mies, si tu veux, ce toit plat. Ça commence comme un carport, puis ça devient une partie de la maison et ça traverse la maison. Cet élément, ainsi que les murs indépendants, passent de l'extérieur à l'intérieur et du coup, ils aident. Mélanger les espaces intérieurs et extérieurs, où, tu sais, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur est un peu floue. Et cet espace, la maison est relativement petite. C'est conçu pour 2 personnes, mais grâce à tout l'espace supplémentaire à l'extérieur qui est maintenant intégré grâce à ces éléments architecturaux, ça devient tellement plus grand et spacieux, même si la taille réelle dépend vraiment juste de leurs besoins et de leurs habitudes quotidiennes. Des façons durables en architecture? Oui, la partie durable est vraiment très importante. Pour moi, je suis aussi maintenant, par exemple, au conseil d'administration de la Greenbelt Alliance, qui est basée à Asheville, en Caroline du Nord. Ils ont tout un programme d'évaluation pour noter les maisons selon leur durabilité. Mais dans ce milieu, ce que j'ai constaté, c'est que les constructeurs et les architectes qui s'intéressent à tout ça peuvent devenir très pointus, très professoraux, si tu vois ce que je veux dire. Tout est dans les détails et dans ci et ça. Et à cause de tout ça, c'est un peu compliqué pour le client, non? Parce que il n'y a rien que des questions. Ils n'ont jamais de réponse claire. Il y a 100 millions de façons d'aborder la durabilité en architecture et ils n'obtiennent jamais de réponse claire. Hein? Parce que tout est tellement genre, ben, je sais ça et on rentre dans les détails et ça devient complètement inutile. Et donc, pour moi, ça a toujours été la question, comment je peux créer des maisons durables, viser des maisons zéro émission, donc des maisons qui, tu vois, sont en gros autonomes en énergie à la fin de la journée.
comment je peux mettre ça en place facilement et présenter ces mesures à mes clients. Et donc, au fil des années, j'ai cherché des solutions simples, des solutions directes, et elles sont vraiment efficaces. Du coup, pour moi, ça veut dire que je me concentre surtout sur la création d'une enveloppe isolante continue autour de la maison. Ça garantit que tout l'espace est complètement isolé avec de l'isolant. Et c'est aussi complètement étanche en ce qui concerne les infiltrations d'air. C'est la première étape pour moi. Et c'est pas facile, bien sûr, de faire ça parce qu'il y a évidemment tellement de corps de métier impliqués. Et ouais, je leur demande de faire les choses autrement. Et soit vraiment pointilleux pour boucher chaque trou et mettre un bout d'isolant ici. Et je veux pas qu'il y ait de pont thermique. Et du coup, ça devient très précis. Mais j'essaie de trouver des solutions pour que les traits puissent le faire facilement. Oh, je fais ça tout le temps maintenant, tout le temps. Donc, tu me demandes juste de faire un tout petit changement, je peux faire ça. Ça, c'en est un. Et puis, il y a aussi l'orientation pour laisser entrer le soleil d'été ou celui d'hiver dans la maison avec des avancées orientées vers le sud. Et ressens-le en été avec ces avancées de toit et en ouvrant la maison surtout vers le sud, puisque l'ouest et l'est sont très difficiles et que la lumière du nord n'est tout simplement pas une belle lumière. Et pour finir, bien sûr, les panneaux solaires. Donc, les premières étapes servent à réduire la consommation d'énergie au minimum pour que tu n'aies besoin que de très peu d'énergie pour chauffer et rafraîchir ta maison. Et puis, faire couvrir le dernier petit bout par des panneaux solaires, éliminer toute émission de carbone dans le chauffage, le refroidissement et le fonctionnement de la maison et que les maisons soient entièrement électriques. Et puis, quand il reste encore un peu de marge pour s'amuser, on essaie de trouver des matériaux qui respectent l'environnement et la façon dont ils sont produits, expédiés et installés. Et il y a pas mal de choses intéressantes. Un truc qu'on a récemment testé sur la maison dont je viens de parler, c'était du béton à capture de carbone. Le béton est responsable de 8% de toutes les émissions de carbone dans l'atmosphère. Donc, nous, en tant qu'architectes ou constructeurs, sommes responsables en utilisant du béton. Mais 8% de la destruction de notre atmosphère, c'est incroyable. Je veux dire, cette atmosphère est là pour nous protéger de l'univers, pour qu'on puisse vivre, et on la détruit presque complètement sans même s'en rendre compte. Et nous, je peux littéralement retracer 8% de ça jusqu'à notre travail. Ça fait peur. Et donc, ce béton à capture de carbone, c'est un béton qu'il propose ici quand on le demande, où en gros, le carbone est récupéré des cheminées industrielles, filtrées, depuis les cheminées d'usine, si tu veux, puis ensuite introduit dans le béton, ce qui fait que même si le béton en lui-même n'est toujours pas vraiment écolo, il compense en emprisonnant le carbone produit par d'autres industries. Et en fait, ça rend le béton bien meilleur à bien des égards et sur le plan fonctionnel et structurel que si on ne le faisait pas. Par exemple, si tu veux créer une maison durable ou si ton cœur est tourné vers la préservation de notre habitat, ne construis pas, ne fais pas appel à un architecte, ne construis rien parce que tu vas détruire l'habitat initial, quoi que tu fasses. Alors la question, c'est comment tu peux réduire ça au maximum. Et c'est compliqué parce que chaque produit que tu utilises, une production dans le processus, donc ça veut dire que tu dépenses de l'énergie. Il y a une récolte des ressources, donc tu es en train de détruire quelque chose. Et puis, bien sûr, une livraison. Et donc, tu balances, c'est du carbone dans l'air, juste en le livrant, et puis tu dois l'installer, et puis
tu découpes des morceaux et tu jettes le reste et tu remplis le terrain et avec tes restes. Du coup, la vraie question, c'est comment on peut réduire ça et comment on peut enlever certaines parties pour être un peu plus sympa. Et donc, par exemple, dans cette maison qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, on a utilisé du bois récupéré pour le bardage extérieur. Donc, c'était des planches de bois qui avaient servi pour des pâturages de chevaux. Et donc, c'est du bois récupéré. Il démontait ces planches, les coupait aux dimensions, puis les amenait de notre côté. Et elles étaient déjà non abîmées par les intempéries. Du coup, elles arrivent déjà un peu prêtes à résister le temps à partir de maintenant. Mais on n'a pas eu besoin d'abattre d'arbres. Le bois en soi, c'est une usine de capture de carbone. Tu sais, les arbres capturent le carbone. Et donc, si on utilise vraiment du bois dans nos bâtiments, on garde cette capture de carbone. Dans ce cas, tu sais, on n'a pas eu besoin d'abattre des arbres, de réduire de la forêt, mais d'utiliser du bois qui avait déjà servi auparavant. Mais il a quand même fallu le couper et il a quand même fallu le livrer. Et il reste encore des déchets qu'on a balancés à la décharge qui pourrissent ensuite et c'est relâche du carbone dans l'atmosphère. Alors, comme ça, on essaye de trouver des matériaux et de travailler avec des entreprises qui proposent, qui sont vraiment attentives à l'environnement dans leur production et leur création. Ça reste quand même une question de coût, surtout ici aux États-Unis. Tout est fait pour être de moins en moins cher, ce qui veut dire que la production est de pire en pire et que la pollution est de pire en pire. Du coup, quand tu demandes quelque chose de spécial et de différent, ça finit par coûter plus cher. Alors, la question devient, d'accord, comment puis-je demander à mes clients de dépenser plus pour ce qui est bien, mais jusqu'où je peux les pousser? Et jusqu'où est-ce raisonnable pour eux et pour leur vie de le demander? En conclusion, l'architecture implique souvent de marcher sur de longues périodes. Quelle perspective pourrais-tu nous offrir pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit? Oui. Ça, c'est une question bien corsée. Oui, je sais. Donc, je veux dire, la réponse ou ma réponse est en quelque sorte déjà dans ta question. Je pense que la première chose, c'est qu'on comprenne exactement ça. Je pense que l'architecte est la meilleure personne pour imaginer l'avenir pour tout le monde. En fait, ça pourrait être un peu difficile. Quelle est ta vision? Quelle est ton idée pour aider les gens à avancer? Alors, ce que je proposerais, ce que je dirais, c'est que c'est à nous de transmettre, d'éduquer et de partager. Et je pense que ton podcast est un parfait exemple. Tu partages des infos, des idées, des points de vue issus de ton univers avec un public plus large. D'après mon expérience ici, les architectes sont en général très fermés. Ils parlent, ils adorent parler entre eux parce que personne ne comprend. Oh là là, personne ne comprend. Je suis un pauvre architecte. J'ai toute cette brillance et je ne peux pas la partager. Eh bien, c'est à nous de le faire, tout simplement. C'est exactement ce que tu fais et je pense donc la première étape, c'est qu'on doit parler et partager. Partager nos idées avec des gens qui sont pas architectes avec nos clients. Et en quelque sorte, fait un tableau de toutes les richesses qu'on voit. Et je trouve ça fascinant pour moi que tu me demandes un peu à propos de la nourriture et que tu aies appelé ça la culture sur la table peut être au début de notre conversation.
Merci. C'est génial parce que c'est un peu comme là où je vois vraiment, vraiment la puissance de l'architecture. Ce genre de longévité qui se déploie dans le temps, la création de lieux. Donc, ce que j'apporte à mes clients dès le départ, c'est d'ouvrir cette conversation et de penser plus loin. J'ai besoin d'une maison stylée tout de suite, non? C'est ce que je veux, mais réfléchis bien où tu seras dans 10 ans, dans 20 ans. Où est-ce que ce bâtiment va se retrouver une fois que tu seras parti? Et ensuite, conçois-le en pensant à ça. Aux États-Unis, les bâtiments sont conçus pour durer exactement 10 ans. Et puis, ils tombent tous en ruine et finissent à la décharge. Et donc, pour moi, c'est absolument hors de question. Bâtiment doit être conçu pour durer et évoluer et se développer au fil des années. Un bâtiment, c'est comme n'importe quoi d'autre. Tu le mets dehors dès le premier jour et il commence à vouloir pourrir. Il reste dehors sous la pluie et finit par vouloir tomber en morceaux comme tout ce qui traîne dehors sous la pluie et toi, tu vis dedans. Chaque jour, chaque foutu jour. Donc, il y a de l'usure et des dégâts. Alors, la question, c'est comment je peux concevoir un espace où l'entretien puisse être minimal ou même positif. En d'autres mots, là où je peux changer les choses parce que la vie dans le bâtiment évolue, plutôt que de passer son temps à réparer, à mettre à jour et à rajouter toujours plus de matériaux. Et donc, bien sûr, il faut beaucoup de choses pour que ça marche. Donc, j'ai besoin que les clients adhèrent. Ils doivent être partants, comprendre et penser de la même façon. Et donc, mon boulot, j'ai réalisé que c'était d'être la personne qui partage ses connaissances avec ses clients avant même qu'on commence. Aussi bien que je peux le faire. Toutes les idées, les compréhensions et la richesse qu'on peut trouver dans l'architecture, les partager dès le départ pour qu'ils soient, tu vois, partants. Ils sont de mon côté et on peut bosser ensemble pour que ça se réalise, pour qu'on puisse en parler et réfléchir à la conception en pensant à la longévité de la maison. Et qu'on puisse concevoir et réfléchir à la durabilité de la maison. Alors, créer une maison durable, c'est vraiment simple. Tu dois juste créer une meilleure maison. Quand tu le conçois mieux et que tu le construis mieux, il sera plus durable. Et du coup, ça va créer un environnement plus sain pour que tu y vives. Et puis, à son tour, ça durera bien plus longtemps. Ok. C'est un grand programme partout dans le monde. Comment tu imagines le monde de demain et quels conseils tu donnerais aux étudiants en architecture aujourd'hui? Oh oui, alors, enfin, je suis vraiment optimiste de nature. Pour moi, l'avenir est toujours plus lumineux et plus joyeux. Et donc, je souhaite vraiment que nous, en tant qu'êtres humains, on continue à travailler pour pouvoir discuter les uns avec les autres, échanger des idées, être conscient de notre environnement et façonner un meilleur endroit autour de nous. Quand je vois d'autres personnes le faire, mon cœur bondit. Pour les étudiants, je dirais arrêtez ce que vous faites et étudiez autre chose. L'architecture, en tant que métier, c'est pas terrible. C'est difficile. Tu ne seras pas payé du tout. Tu seras surchargé de boulot. Tu détesteras ton travail. Tu feras des tâches ingrates et débiles. Rien de beau. Alors, fais autre chose. Si tu décides de rester et de le faire quand même, je dirais d'abord, essaye autant de choses que tu peux faire. Mets un pied dans autant de domaines différents que tu peux trouver afin de découvrir quelque chose qui te parle vraiment. Là où tu sens que c'est là que je excelle, que je brille, que je suis bon, ça me remplit le cœur. Je pourrais faire ça toute ma vie. C'est ton boulot en tant qu'étudiant de trouver cette part, peu importe ce que c'est. Et si tu as la chance de trouver ça, fonce.
sache que c'est pour toi et ne te retourne pas. Et donc, au final, un peu plus loin dans ta carrière d'étudiant en architecture, tu auras l'occasion de te concentrer et tu devras à un moment donné te concentrer sur ta spécialité, quelle qu'elle soit, parce que là, tu peux devenir l'expert reconnu, la personne vers qui on se tourne pour poser des questions. Et puis aussi, te payer comme il faut pour ton expertise. Mais tu ne peux pas. Entretiens cette expertise. Développe-la. Fais-la grandir. Reste passionné par elle et fais-la encore progresser. Si ce n'est pas quelque chose qui te parle vraiment et dans lequel tu sens que tu peux sans cesse t'améliorer et progresser parce que pour toi, c'est facile de te motiver, ce serait mon conseil. Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'adore ce que tu fais. J'ai écouté quelques épisodes. Je pense que tu fais exactement ça. Ce qu'on nous demande à tous, en tant qu'architectes, c'est de partager notre savoir et notre expertise avec le reste du monde et de les rendre accessibles aux autres. Il y a tellement de richesse dans l'architecture. Pour moi, un bon design améliore notre vie, c'est sûr et certain. Et si les architectes, designers les plus emblématiques, comprennent ça et offrent cette beauté, ces environnements bien pensés autour de nous à grande échelle comme à petite échelle, c'est à nous de créer ces occasions pour les partager avec tout le monde et les offrir à chacun et créer cette occasion où on peut imaginer et réaliser de belles choses. Ça va enrichir nos vies. Et donc, je veux dire, l'architecture peut certainement être la plus belle chose à créer pour ça, mais elle l'est. Il faut de la détermination et il faut de l'ouverture et il faut aussi un peu d'empathie et de compassion envers nos semblables pour simplement partager, offrir et être présent pour que ça puisse arriver. Merci beaucoup, Toby, pour ton témoignage formidable. Merci, chers auditeurs. Merci d'être venus nous rejoindre aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. D'ici là, prends soin de toi. Merci et oui, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.